notre citoyen du monde préféré nommé Thomas Guénolé. Donc Thomas Guénolé, si vous le connaissez pas, c'est un politologue qui a 40 ans. Il est allé un peu partout. On va voir que c'est un peu une girouette, hein. Il est allé à l'UDI, il est allé à la France Insoumise. Il a été un peu dans un discours souverainiste, critiquant l'Union Européenne, tout ça. Maintenant, il est plus souverainiste. On a l'impression qu'en gros, il mange un peu à tous les râteliers et qu'aujourd'hui, il est devenu plus proche de la Macronie, quoi, en gros. En fait, Thomas Guénolé, il tient un discours qui est le discours du bourgeois progressiste qui a une belle et bonne conscience. Je suis né français parce qu'il y a un État qui a mis un tampon sur un papier et qui a dit que j'étais français. C'est tout. Mais si j'étais né de l'autre côté de la ligne imaginaire, j'aurais un autre tampon sur un autre papier par un autre État. En ce qui me concerne, les frontières, ce sont des lignes imaginaires, vous le savez. Oui. Et en ce qui me concerne, je suis citoyen du monde. Tous ceux qui ont eu cette chance extraordinaire de s'envoler pour aller dans l'espace et qui ont vu la Terre ont eu ce qu'on appelle en psychologie l'effet de vue d'ensemble. C'est que quand ils sont redescendus, ils avaient conscience de faire partie de l'humanité tout entière et que la Terre, c'était un tout. Et ils ne se sentaient plus de tel ou tel village ou de telle nation. Moi, je me sens déjà comme ça. Je suis cosmopolite. Je sais que c'est pas tendance de dire ça, mais il se trouve que c'est comme ça que je le ressens. Tendance ou pas, on s'en fout, c'est pas le problème. Voilà, mais... Moi, je suis cosmopolite et je suis citoyen du monde. Ah putain, je suis cosmopolite et je suis citoyen du monde. En fait, le citoyen du monde, faut se dire quelque chose. En fait, c'est une vision du monde. En général, de bourgeois, de centre-gauche, qui se donne un peu une belle âme. Et il est citoyen du monde, pourquoi ? Parce qu'il est partout chez lui, parce que c'est un bourgeois, parce que le monde lui appartient. Et en fait, s'il y a des gens qui sont citoyens du monde, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui sont citoyens nulle part. Citoyen, c'est quoi ? C'est appartenir à une communauté, avoir des droits. Lui, il a des droits dans tout le monde, si vous voulez. Il y a des gens, les Palestiniens, ils ont des droits nulle part, en fait. Donc, il a raison, c'est un citoyen du monde, lui, en tant que classe bourgeoise dominante blanche. J'avais fait un tweet là-dessus. J'avais dit position purement vide et abstraite qui émane en général de la bonne conscience des personnes les plus privilégiées. Je suis un citoyen du monde, c'est la position individuelle et morale qui permet de se passer de la position politique conséquente qu'implique sa nationalité en tant que pays impérialiste. Je nie ma nationalité, je me refuse à être nationaliste au niveau individuel. C'est la seule position tenable pour un bourgeois se pensant progressiste. Le bourgeois évite alors le nationalisme de la bourgeoisie réactionnaire et l'anti-impérialisme concret des véritables progressistes, car cet anti-impérialisme, ce serait sa négation en tant que bourgeois et en tant que classe. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me bidonne, c'est-à-dire que, évidemment, ce qu'il dit dans l'absolu, quand il vous dit déjà quand il dit les frontières c'est des images, c'est des lignes abstraites. C'est des lignes abstraites, c'est des lignes aussi historiquement, socialement construites. En fait, moi je suis pas un bandeur de frontières, je suis pas un bandeur d'État, mais quand on est dans sa position et qu'on vient expliquer à tout le monde que y a pas de souci, c'est des lignes abstraites, moi en gros je suis chez moi partout, ça me gêne pas, je trouve que c'est en fait un discours qui est assez hautain, quoi. On voit que ça me fait vraiment penser à un type qui, pour lui en gros le monde c'est le monde occidental et il se sent chez lui partout. Je suis le fils de mes parents par pur hasard, donc rien ne me lie à eux. Le hasard n'est pas un argument, le fond de l'argument discutable mais valide est l'existence du peuple. Alors, moi je suis pas d'accord avec ça sur la fin, mais c'est vrai qu'en fait le dire c'est par pur hasard que je suis français, oui, mais moi c'est par pur hasard que je suis né dans telle ville, c'est par pur hasard que j'ai fait tel sport, c'est par pur hasard que j'ai tel frère et seul tel parent, c'est pas pour autant que ça ne vaut rien. Et encore une fois, cette idée de la nation ne vaut rien, les frontières ça vaut rien. Non, c'est des constructions socio-historiques. Quand on nous apprend une certaine identité, on nous inculque une certaine identité. Ça ne veut pas dire que cette identité elle est indépassable, ça ne veut surtout pas dire qu'il faut mobiliser cette identité de manière, par exemple, pour se faire envoyer à la guerre par la bourgeoisie. C'est pas du tout ce que je vous dis, mais c'est une identité qui existe. Et lui, il arrive, en fait, il se sent chez lui partout, il est citoyen du monde. Enfin, c'est assez marrant, je trouve. Je regarde un peu le chat, citoyen du monde, qu'il aille dire ça aux talibans. Mais oui, mais surtout, oui, les lignes ne sont que des lignes imaginaires, qu'il n'y a pas de frontières, machin, mais... Enfin, c'est purement idéaliste. Quand il y a Ukraine-Russie, lui, il soutient l'Ukraine. Il arrive, il est clair, quoi. Il y a une frontière. Quand la Russie passe la frontière, elle n'est pas là en train de dire c'est une ligne imaginaire, on a le droit de mettre nos chars là. Enfin, il y a des réalités historiques qui fait qu'aujourd'hui, le monde politique est en général structuré par... encore au niveau de l'État-nation. Il y a des structures qui deviennent continentales, l'Europe par exemple, l'Union Européenne, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, quoi.
Les frontières sont abstraites quand tu as son visa et son compte en banque. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, subjectivement, il a raison. Subjectivement, c'est un citoyen du monde. C'est-à-dire que partout dans le monde, s'il va en Afrique, il est citoyen. S'il va dans toute l'Europe occidentale, il est citoyen. Il peut aller partout, c'est un citoyen du monde. Il y a des gens, en France, ils sont même pas citoyens, en fait. Le mec qui bosse en tant que travailleur immigré en France, il n'est pas citoyen. Il est même pas citoyen de France et il est même plus citoyen de son pays, quoi. En gros, il est citoyen nulle part. Et on voit qu'en fait, cette histoire de citoyen du monde, évidemment que c'est mieux que le discours de la bourgeoisie réactionnaire. Mais c'est le discours du gars qui se donne bonne conscience et qui au final amène rien derrière, et c'est un inconscient de bourgeois progressiste, quoi. Et c'est parce que quand on voyait, je crois, son Wikipédia, sa mère est polonaise, c'est assez logique, quoi. C'est quelqu'un qui a un fils, à la fois d'une immigrée et d'un Français, ou l'inverse, peut-être que c'est son père qui est polonais. Donc il a ce côté aussi peut-être plus progressiste que d'autres, parce que lui, il a réussi dans la méritocratie républicaine, il a envie que les autres fassent pareil, il a envie que tout le monde soit comme Thomas Guénolé, sauf que si tout le monde était comme Thomas Guénolé, ce serait pas possible, parce que le petit confort de Thomas Guénolé en tant que blablateur professionnel politique, il repose aussi sur l'exploitation à la fois en France des plus pauvres, et puis l'exploitation dans le monde des pays les plus pauvres, quoi. Pour que Thomas Guénolé soit citoyen du monde, en fait, il faut qu'il y ait un bon nombre de gens qui soient citoyens nulle part. Si tout le monde était Guénolé, il n'y aurait plus de Guénolé. Et oui, c'est ça. Bon, on passe au deuxième extrait de Guénolé, vous allez voir, il est pas mal. Donc il est citoyen du monde. Donc que pense un citoyen du monde ? On imagine qu'un citoyen du monde, c'est super progressiste. Et puis voilà, que c'est vraiment le progrès concret, c'est quelqu'un qui aime l'humanité, c'est un humaniste, un citoyen du monde avant tout, hein. Les allocations familiales, il faut faire le contraire de ce qu'on fait actuellement. Elles doivent baisser avec l'augmentation du nombre d'enfants et non pas augmenter. Et donc vous avez le niveau maximum d'allocation familiale avec un enfant. À 2, vos allocations familiales baissent, et à 3, vous n'en avez plus. Donc c'est bien, avec le système de Thomas Guénolé, ce qui est bien, c'est que Thomas Guénolé peut avoir 5 enfants avec son salaire un petit peu à rallonge, mais le mec qui a pas beaucoup d'argent, lui il va avoir qu'un enfant. Et puis c'est comme ça qu'on sauve le monde et qu'on permet à Thomas Guénolé de rester citoyen du monde, en fait. La citoyenneté mondiale de Thomas Guénolé repose sur l'anti-citoyenneté d'un type qui aura même pas le droit d'avoir d'enfants parce qu'il aura pas l'argent pour, quoi. C'est un exemple. Vous voyez, c'est pas du tout la méthode chinoise. Un autre exemple, c'est de l'incitation. Plus un pays est féministe, moins ce pays fait d'enfants. Vous voyez, pardon ? C'est de l'incitation. C'est ça, au fond, ce que vous préconisez. L'incitation, oui, c'est l'un des mesures rigides. C'est des bonus-malus, oui. Si vous appelez mesures rigides ce qui s'est passé en Chine, c'est-à-dire de forcer des femmes à avorter alors qu'elles ne le voulaient pas, et de pratiquer la balle dans la tête ou des choses comme ça, non, bien sûr, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons nous modérer. En termes de consommation de ressources, nous coûtons trop cher, en fait, à la planète, en termes de consommation de ressources. Est-ce que c'est pas les citoyens du monde qui coûtent trop cher en termes de consommation de ressources ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a pas le mode de vie du mec qui consomme moins d'une planète par an, hein. Et donc nous devons nous modérer. Et si vous regardez un graphique avec l'impact de nos changements de mode de consommation et de mode de vie dans les pays riches, quand vous regardez une courbe avec des histogrammes comme ça, j'ai encore vérifié ce matin, vous allez avoir des petits résultats qui vont être de boire de l'eau du robinet au lieu de boire de l'eau en bouteille, de prendre une douche au lieu de prendre un bain, etc., etc. Et puis à côté, vous allez avoir une barre qui va immédiatement monter au ciel tellement elle est énorme, c'est d'avoir un enfant de moins par rapport à ce que vous prévoyez. C'est vraiment l'acte écologique dans les pays riches. Ou alors c'est un mec qui n'arrive pas à baiser et du coup il dit ouais t'inquiète, c'est pour l'écologie. Le plus efficace. J'ajoute que dans les pays pauvres, ce n'est pas nécessaire d'un point de vue écologique parce que leur consommation de ressources par habitant est extrêmement faible. Et donc, ce n'est pas ça le sujet. Bon, vous en pensez quoi ? Il est cool, hein ? Il est un peu jancovichiste, hein, quand même, hein. C'est-à-dire que, en fait, ces gens-là, je trouve, ils poussent jamais leur raisonnement parce que si c'est l'homme qui est en train de détruire la planète et que le problème, c'est qu'il y a trop d'hommes, mais pourquoi eux ils se mettent pas en retrait ? Pourquoi ils vont pas vivre à poil dans une forêt ou mieux prendre un peu de cyanure ou un truc comme ça ? Non, ils conseillent en gros aux pauvres d'avoir moins d'allocs pour avoir moins d'enfants pour que les riches, eux, ils puissent consommer comme des oufs. C'est vraiment n'importe quoi, hein. Vraiment, le gars, il se dit ouais, j'ai trouvé le système, on va enlever les allocs. Il faut faire le contraire de ce qu'on fait actuellement. Elles doivent baisser avec l'augmentation du nombre d'enfants et non pas augmenter. Et donc, vous avez le niveau maximum d'allocation familiale avec un enfant. À 2, vos allocations familiales baissent, et à 3, vous n'en avez plus. Je dis jancovichiste parce que je ne sais pas si vous savez pour Jancovici.
Jancovici, il a des pensées un petit peu jancovicistes quand même, donc il faut regarder. En gros, Jancovici disait un truc comme il faut arrêter de réanimer les vieux, je sais pas trop quoi. Voilà. Craignant les effets néfastes de la surpopulation, Jean-Marc Jancovici déclare en 2019 qu'afin de réguler la population de façon raisonnablement indolore dans les pays occidentaux, il conviendrait de cesser de tout mettre en œuvre pour faire survivre les personnes malades. Il préconise à ce titre l'instauration d'un âge limite pour les receveurs d'organes, comme cela se pratique selon lui au Royaume-Uni, ce que note le journaliste Cédric Stangelini est inexact. Le Royaume-Uni n'a pas instauré de limite d'âge, mais évalue chaque receveur selon des critères suivant la probabilité de succès des interventions. Bah, c'est vrai que si tu prends quelqu'un qui a 75 ans et qui est en bonne santé, c'est mieux que quelqu'un qui a 65 ans et qui est à moitié pourri et tu lui mets un rein, mais en fait dans un mois il est mort. L'âge constitue donc un facteur de risque, mais n'est pas forcément décisif pour le choix de receveur d'organes. Aucun pays n'instaure d'âge limite. Donc vous avez vu un peu le truc, c'est quelqu'un qui, comme il remet jamais en question la question du mode de production ou des choses comme ça, parce qu'il est plus dans des calculs, oui, il faudrait avoir telle consommation. Et encore une fois, ces calculs, moi je les contredis pas forcément, j'ai pas du tout ce niveau-là pour ça. Mais il se retrouve dans une idéologie qui est une idéologie au final malthusienne. Que ce soit Jancovici ou Thomas Guénolé, c'est des malthusiens profondément. C'est il faut quand même moins consommer, et puis il faut moins consommer en plus de ça quand on est pauvre là. Et les techniques de Jancovici aussi, elles prennent pas en condition les revenus en particulier quoi. Depuis, Jancovici est interdit de visite dans les hôpitaux. Si c'est pas un raisonnement d'ingénieur ça, mais c'est ça, c'est le raisonnement du mec un peu en sol qui est carré. Ah bah oui, c'est sûr que si tout le monde crève à 40 ans, il y a plus de problème, mais bon. Je trouve que Jancovici est moins individualiste. Il a quelquefois pris position contre le capital et contre le fait de laisser le marché tout réguler. Oui, c'est vrai. C'est vrai que des fois, il a ces positions-là, mais je trouve qu'il le pousse pas assez et il est vraiment tâtonnant, quoi, alors que c'est quand même le truc principal. Si on commence pas à rentrer de front contre le capitalisme, on va pas arriver à s'en sortir, c'est sûr et certain. Déjà, ça va mettre 15 000 ans, et puis en plus de ça, on va se retrouver avec une espèce de fake capitalisme vert qui va être encore une fois basé sur le profit, parce que c'est le principe du capitalisme, c'est de faire du profit, et pas sur la valeur d'usage, et pas sur la valeur, en gros, pour la société d'une chose. On produit pas les choses dans le capitalisme parce que ça sert à quelque chose, on produit des choses parce que ça se vend et que ça permet de faire du profit. Le fait que ça sert, c'est un effet secondaire, entre guillemets, parce qu'en général, c'est dur de vendre des choses qui ne servent pas. Mais si on peut vous refourguer quelque chose en vous faisant croire que c'est écologique, on le fera. En vrai, Jancovici, c'est surtout qu'il est très conscient du problème et donc très radical sur beaucoup de choses. Il remet en cause la production. Si tu regardes bien ce qu'il produit, il le dit, mais simplement il considère que c'est plus dur de faire changer tout le système en si peu de temps. Bon, Thomas Guénolé, d'après vous, pourquoi est-ce qu'il a autant changé entre l'UDI, entre Montebourg, entre la France Insoumise? Pourquoi est-ce que c'est une girouette comme ça, d'après vous? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un de très dialectique, c'est quelqu'un qui se combat contre lui-même, quelqu'un qui dit l'argent, d'accord? Jancovici est bien plus révolutionnaire que n'importe quel mec de la NUPS. C'est possible, mais après, son discours, il est largement récupérable par le MEDEF. Le MEDEF qui va vous dire, ouais, vous consommez trop, machin, et tout. Sur ça, il y a Dominique Pagani qui est très bon. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a il y a un certain discours écologique qui est un discours anti-productiviste, un discours surtout anti-consommation, et donc qui vous dit, si il y a des problèmes, c'est parce que vous consommez trop. Mais qui consomme trop? Il faudrait quand même le dire, qui consomme trop? Est-ce que c'est une certaine classe, et même par rapport à tout le monde? Ça, Guénolé l'a dit, hein, à la fin, il dit, oui, le problème, c'est pas forcément la natalité dans les pays du Sud. Est-ce que c'est tout le monde, ou est-ce que c'est une certaine partie du monde? C'est pas la même chose. Carriériste, tout simplement. C'est un gauchiste resté dans les années 2000, plus carriérisme. Montebourg égale FI égale UDI. Après, il y a des penchants autoritaires chez Janco, il considère le temps démocratique comme trop court. Ouais, mais encore une fois, le but c'est pas d'avoir une dictature écologique anticonsommatrice, quoi. Jancovici dit que même le niveau de vie de speaker français n'est pas tenable à long terme niveau écologie. Mais il reprend des discours quand même qui sont très malthusiens et qu'on entend dans chaque crise, c'est-à-dire que ça y est, l'humanité est arrivée à un espèce de stade ultime et il va falloir se serrer la ceinture. Moi je trouve qu'il a un discours qui est très très récupérable par la bourgeoisie, Jancovici. Je le trouve bon, Pagani, il saute d'aparté en aparté, du coq à l'âne en permanence, oui, mais il est écoutable quand même. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il saute d'aparté en aparté, mais il est écoutable quand même. Bon, alors du coup, Thomas Guénolé, moi j'avais vu à l'époque un petit fil Twitter qui vous expliquera peut-être plus sur pourquoi est-ce que Thomas Guénolé est passé de l'UDI à Montebourg, à la France Insoumise, pourquoi aujourd'hui il est plutôt un peu vers Macron, des trucs comme ça. Alors,
ça s'appelle. C'est quand, en fait, quand Thomas Guénolé, en 2019, il a quitté la France Insoumise, il l'a quitté en trombe, en critiquant tout le monde, alors que pendant 2 ans, il était plutôt très à dire qu'il fallait être... que Jean-Luc Mélenchon était un homme formidable, machin, quoi. Et donc, je vous lis ce fil. On m'a envoyé des messages de la chute de Thomas Guénolé, que c'est faible, pour seule utilité de satisfaire un égo-trip malhonnête. Il a écrit un livre, carrément, ce qui s'appelait La chute de Jean-Luc Mélenchon, je crois, Thomas Guénolé, sur ça. Des trucs objectivement faux en si peu de lignes, d'autres présentés sans mesure ni argument, et si on racontait des anecdotes sur son arrivée à la FI. Ah bah ça nous intéresse, ça, des anecdotes sur l'arrivée de Thomas Guénolé à la FI. Alors il est arrivé via, comment elle s'appelle, la meuf du média, la Sofia Chikirou, un truc comme ça, au début de l'année 2017, et voulait absolument faire son coming out insoumis, son expression. Dans ce genre de cas, à l'époque, je rencontrais les nouveaux venus de ce genre pour échanger avec eux et évaluer ce qu'ils ont dans le ventre idéologique. On se voit dans un café à côté de chez lui, très cordial, hyper motivé, passionné par la chose politique, on voit vite qu'il est très habile et a rapidement assimilé les classiques de la meilleure chenille. Je suis usuellement très franc et prêt à assumer ses désaccords, mais j'ai comme l'impression légère qu'il ne fait que dire ce que je veux entendre. Comme si c'était un entretien d'embauche. Ce n'est bien sûr pas le cas, l'idée étant juste de faire connaissance et de constater ensemble ce qu'ils pensent est compatible avec un engagement à la France insoumise. Échange intéressant et sympa. Mais vient rapidement une espèce de danse du ventre en mode « je monnaie mon ralliement public car ça aurait du poids ». Alors c'est pas moi qui le dis, c'est le compte Twitter. Moi je ne diffame personne. Alors bon, je l'arrête tout de suite pour 2 raisons. Je dis toujours qu'on n'est pas dans House of Cards, donc pas de chantage. Et 2, je pense intrinsèquement qu'il est plus utile sur les plateaux en tant que politologue et non pas porte-parole. La suite est pour le coup d'une ironie piquante. Je ressens une déception. Mais justement, je lui explique qu'à la FI, ce n'est pas le fait du prince, car accrochez-vous, monsieur négocie direct des places pour les prochaines élections qui se profilent. C'est bizarre ça, hein. Avec moi, drôle, il me demande qui il doit convaincre pour pouvoir être assuré d'un parachute. Car oui, tu comprends, si je soutiens la FI, je perds mon gagne-pain. Ah oui, parce que pour être citoyen du monde, il faut quand même avoir un petit gagne-pain. Hein. Je déteste, mais vraiment, ce genre de demande. Pour moi, le soutien est idéologique et politique, voire stratégique. Mais quand il est intéressé, dans ma tête, ça fait méfiance. Bref, je le fais quand même parler en lui demandant ce qui l'intéresse. C'est toujours instructif. Dans sa tête, il y a 2 scénarios. Assez haut sur la ligne européenne, on est au printemps 2017. Donc au printemps 2017, il y a eu l'élection présidentielle. Et donc Mélenchon vient de faire 19%, je crois. Et donc du coup, bah oui, on peut se dire que la liste européenne, elle fera 6% au final et ça va être un désastre. Mais on peut se dire qu'à l'époque, que ça va être pas mal, quoi. Ou une mairie populaire genre du 93. Je rappelle qu'à la FI, ça ne marche pas comme ça et qu'il y a des processus, qu'on essaie d'inventer un mouvement avec tous ses défauts. Mais que ce n'est surtout pas un seul homme qui décide estampillé proche de JLM, je fais partie de ceux qu'il croit devoir convaincre. Il a l'air déçu. Je lui dis quand même que les places sur la liste Europe seront très chères, surtout chez les hommes. Je lui explique que le processus n'est pas fixé, mais qu'il devrait y renoncer s'il le veut vraiment, c'est juste mon avis. J'insiste sur le fait que je trouve son rôle sur les plateaux télé bien plus utile pour la cause idéologique. Mais son choix est déjà fait. Pour les municipales, je lui dis que c'est à la limite le plus intéressant, car il devrait militer sur le terrain, rencontrer les copains, voir ce que c'est le local, les affiches, les tracts, les réunions. C'est formateur, je lui dis qu'il en a besoin, il n'écoute pas trop. Comme l'intuition qu'il préfère les décisions en chambre et pas l'aval du terrain. Mais bon, c'est très courant pour ceux qui débarquent plus tard dans une orga. On peut pas lui en vouloir, en fait, avec la suite, si. Il n'a pas fait ses classes, mais il a l'air de préférer le parachute. C'est quand même bizarre, hein, c'est bizarre. Il a l'air de préférer ce certain Thomas Guénolé, citoyen du monde, ne pas avoir à être sur les marchés à distribuer des tracts, mais plutôt à être sur la liste, quoi, directement. Bref, je vais faire plus court, j'essaie de revenir sur le fond, très lucide et assez bon dans les formules. Je me dis que c'est super que ce genre de profil nous rejoigne, qu'il peut contribuer à pas mal de choses, il flatte le programme et donc pas très subtilement Bibi. Je lui demande ce qu'il veut, on échange sur le fonctionnement, j'aime pas trop gazeux, donc je dis plutôt mouvant, j'explique pourquoi on essaie d'innover avec les qualités comme les défauts, on atterrit sur l'information qui semble intéresser, on réfléchit à un projet. On convient de faire note pour avancer sur ce qui deviendra l'EFI à la suite des universités populaire, menée avec brio par Charlotte et Lucie. Je lui propose d'organiser une réunion de travail avec les différents pôles, il semble surtout content d'être en contact avec d'autres. Il essaie de m'aguicher avec un super projet de livre en mode Génération Mélenchon. Malin, il sait me parler. Ça me motive énormément, ça ne donnera rien au final, mais je lui précise que mes méthodes de travail, c'est chaque chose en son temps, on retient l'idée.
On se reverra régulièrement pour parler des projets de l'EFI. Je me rends compte souvent qu'il sait très bien répéter ce qu'il entend, les sujets, intervenants, le format, etc. Beaucoup de choses que l'EFI viendront de mes suggestions. Tant mieux, c'est du boulot collectif. Là, c'est marrant parce que c'est quand même pas mal ce qu'il fait aussi. D'abord, il est souverainiste, après, il est plus souverainiste, après... Enfin, on a l'impression quand même que cet homme, il sait dire un peu ce qu'il faut aussi, quoi. Il me fait part de ses questions sur le fonctionnement interne, mais franchement, rien de méchant. Il ne critique jamais personne et ne propose rien. Beaucoup de gens me parlent et essaient d'améliorer les choses. Lui n'a jamais parlé de dictature ou de démocratie interne. C'est même souvent moi qui lui ai fait part des inévitables difficultés de fonctionnement et de méthodes de délibération collective. Il m'a d'ailleurs remercié quelques mois plus tard, quand il n'était pas encore dans son délire en mode « merci, j'étais pas lucide surtout ». Et franchement, il y a pas mal de gens qui me détestent car j'ai toujours partout dit ce que je pensais. Jamais eu de procès stalinien que le bonhomme dénonce. Parce que dans son livre, en fait, il dit que la FI c'est ultra stalinien et qu'il n'y a aucune démocratie. Ce que beaucoup de gens disent d'ailleurs. Il se croyait du côté du manche et se rend compte qu'il n'y a pas de manche. Donc il invente un marteau. Donc lui, qui n'a jamais rien dit, car s'il ne le disait pas à moi, il ne le disait à personne. Donc il y a des critiques de certaines victimes des derniers mois, je peux les entendre. Par exemple, Georges Kuzmanovic et François Koch, différemment, on peut en parler. Mais Thomas Guénolé, niet. Ma conclusion est claire, un arriviste égotique dont les convictions s'arrêtent dès que ses intérêts ne sont plus alignés, ça me fait vomir, et bien sûr, je ne parle pas du fond de l'affaire avec l'étudiante. Oui, parce que Thomas Guénolé, il a été accusé après de harcèlement sexuel par une étudiante, une de ses étudiantes à l'Institut d'études politiques, je crois. Du coup, il s'était fait virer, il s'était fait commissionner, je crois, par la France Insoumise. Je laisse ça à d'autres qui auront visiblement bien raison. J'aurais d'autres trucs à dire, mais je m'arrête là. Désolé pour les fautes et si à arrache. C'est juste une courte mise au point depuis un matin dans les transports. Donc moi, voilà, je trouve que ce citoyen du monde qui veut que les pauvres fassent moins d'enfants, il est quand même un petit peu bizarre. Hein. Bon, par contre, on se rend compte qu'au final, pour prendre du galon à la FI, il faut quand même être bien copain avec Mélenchon. Non, mais je dis pas le contraire, mais... T'as un gars, il a changé 30 000 fois d'idéologie politique. Aujourd'hui, je pense qu'il sent le vent tourner. Écologie. Bizarre, hein, quand l'écologie commence à être vraiment mise en avant par tout le monde, il se met là-dedans. Avant, il parlait plus de souverainisme quand il a senti que Mélenchon arrivait, machin. Il quitte tout, maintenant il brosse un peu Macron dans le sens du poil, et puis il semblerait que ce soit un peu un arriviste qui monnaie un peu les places. C'est étonnant quand même. La frontière abstraite du consentement de son étudiante. Mais oui, mais parce qu'en fait, comme il est citoyen du monde, il a aussi un peu cette citoyenneté sur les corps un peu de tout le monde, parce que voilà, il voit pas la frontière. Pour lui, en fait, il y a un truc qui est assez abstrait. C'est le consentement, c'est très abstrait en fait, parce que le consentement, c'est quoi ? On peut pas le toucher. Moi, je pense que quand on part dans l'espace et qu'on regarde la Terre de loin, on revient, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de frontière entre les gens, quoi. Le consentement, voilà, c'est...